tandis que les États-Unis poussent pour un cessez-le-feu à Gaza et que les dirigeants mondiaux veulent un leadership palestinien modéré, une affaire judiciaire a surgi devant les tribunaux américains. Une affaire qui pourrait bien compliquer ces efforts. Au fond, cette affaire concerne la justice pour les victimes américaines du terrorisme. Mais les plaignants ont aussi un message à faire passer. Un rappel brutal que l'autorité palestinienne continue de rémunérer des terroristes condamnés pour avoir assassiné des civils et qu'elle n'est pas un partenaire pour la paix. Cette affaire illustre comment la loi sert aujourd'hui à corriger les récits publics. Pour obtenir justice pour les victimes et pour repousser la montée de la violence anti-juive, de la discrimination et même du soutien au terrorisme en Amérique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de ce combat juridique pour explorer les façons surprenantes dont les tribunaux deviennent la première ligne de défense de la vie et des valeurs juives. Je suis Elena Mazel-Diamant et voici Droit fondamental. Je suis rejointe par le rabbin Dr Mark Goldfeder, fondateur du Centre national de plaidoyer juif, l'une des figures clés de ces batailles juridiques historiques. Mark, merci beaucoup d'être ici. Merci de m'avoir invité. Commençons. Aujourd'hui, nous aborderons plusieurs types d'affaires et des façons dont, espérons-le, elles peuvent faire avancer la protection des Juifs, des Israéliens. Nous avons évoqué en privé des affaires innovantes que vous avez récemment apportées. Je voudrais d'abord commencer par cette affaire concernant ce que vous affirmez être encore le paiement pour tuer. Que se passe-t-il là-bas? Bien sûr. Ce qui rend ce procès très important et très opportun, c'est que cela survient peu après la reconnaissance officielle d'un État palestinien par plusieurs pays. Ceci était censé dépendre de réformes de gouvernance et d'un engagement contre l'incitation à la haine et l'extrémisme violent. Cela survient alors que le monde débat des moyens d'appliquer le plan Trump pour la paix au Moyen-Orient, incluant un futur rôle de gouvernance pour l'autorité palestinienne, encore une fois sur la base de ces mêmes assurances de réhabilitation sincère. Et notre plainte allègue que ces promesses sont creuses et que si nous ne faisons pas très attention, même cet accord ambitieux risque d'ancrer accidentellement certaines des pathologies mêmes que nous essayons d'éliminer. Malgré ses engagements publics envers les gouvernements occidentaux, l'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine continuent de verser des allocations mensuelles aux terroristes et à leurs familles. Les paiements augmentent encore selon la gravité du crime et la durée de la peine. Ils encouragent ainsi davantage de meurtres. Notre principal plaignant est Stuart Force. Stuart Force est le père de Taylor Force. C'était un jeune vétéran américain de la guerre d'Irak, diplômé de West Point, qui se trouvait en visite en Israël en 2016 lorsqu'il a été poignardé à mort par un terroriste palestinien. Et ce terroriste palestinien et sa famille ont rapidement commencé à recevoir des allocations. Lorsque le Congrès a appris cela, ils ont été à juste titre écœurés. Et ils ont répondu à l'assassinat de Taylor Force en adoptant, d'ailleurs de manière bipartisane, la Taylor Force Act en 2018, coupant l'aide américaine jusqu'à ce que ces paiements cessent. Mais ils ont reconnu, même à l'époque, le Congrès a reconnu que l'autorité palestinienne pourrait quand même persister. Ils pourraient continuer leur petit jeu subtil. Le Congrès a adopté en 2019 la loi pour la promotion de la sécurité et de la justice pour les victimes du terrorisme, loi pour la promotion de la sécurité et de la justice pour les victimes du terrorisme, pour empêcher le paiement de terroristes visant des Américains. L'autorité palestinienne et l'Organisation de libération de la Palestine accepteraient donc la juridiction américaine. En avril dernier, la Cour suprême a confirmé ce travail de fond dans une affaire appelée Fold contre l'Organisation de libération de la Palestine. Ils ont qualifié la lutte contre le terrorisme d'objectif urgent majeur. Après cela, la décision a été prise. Cette action en justice invoque la loi PSJBTA pour enfin imposer des conséquences financières à l'autorité palestinienne et à l'Organisation de libération de la Palestine pour avoir encouragé et subventionné. Nous avons en fait consacré un épisode à l'affaire Fold, la semaine où elle a été rendue, un développement vraiment émouvant. Je voudrais simplement mieux comprendre quels sont exactement les faits de l'affaire. Tout d'abord, parce que les chiffres concernant Pay for Slay en général, je pense, sont toujours importants à souligner. Et deuxièmement, il y a eu une couverture seulement fin septembre sur le fait qu'au moins officiellement, Pay for Slay a été abandonné et que l'autorité palestinienne est passée à une sorte de nouveau système d'aide sociale. C'est entièrement basé sur les besoins financiers et non pas, vous savez, sur comment et combien de personnes vous avez tuées, ce qui est bien. Ce serait bien si c'était vrai, mais ce n'est pas la première fois qu'ils font cela.
Ce n'est pas la première fois qu'ils jouent à ce jeu. Environ 6 à 8% de leur budget réel sert à payer ce soi-disant fonds des martyrs. Et à chaque fois que le monde occidental réagit, ils changent le nom du bureau. Mais c'est le même bureau, ce sont les mêmes personnes, ce sont les mêmes montants qui vont aux mêmes personnes, souvent depuis le même distributeur automatique. Nos experts sur le terrain ont confirmé que, même maintenant, les paiements continuent d'être effectués régulièrement. Encore une fois, il est intéressant de noter l'absence d'émeutes ou de manifestations massives en Cisjordanie suite à l'arrêt de ces paiements. S'ils avaient réellement été arrêtés, je vous garantis qu'il y aurait des manifestations massives réclamant la... Alors, où en est l'affaire maintenant? À quel stade en sommes-nous? Nous venons de déposer et attendons l'autorité palestinienne avec un avocat pour avancer. Donc, vous avez intenté cette action en partie en vertu de l'accord sur le transport aérien, c'est bien ça? Pouvez-vous nous en dire plus sur cette loi? Je sais aussi que vous avez d'autres affaires liées et essayez de la développer de différentes manières et de s'assurer qu'elle couvre toute une série de formes possibles de soutien au terrorisme. Donc, si nous pouvions commencer par en apprendre un peu plus sur la loi, puis en savoir plus sur ces affaires importantes, allons-y. Bien sûr, la loi antiterroriste, article 2331 du titre 18 du Code des États-Unis, permet aux victimes américaines du terrorisme international de demander des réparations civiles et renforce les sanctions pénales. Elle autorise les ressortissants américains blessés à intenter une action civile devant un tribunal fédéral. Et ils peuvent obtenir des dommages-intérêts triples. Cela signifie le triple des dommages réels ainsi que les frais d'avocat et d'autres coûts. Et ce qui était également important, c'est que le Congrès a décidé d'ajouter une clause d'aide ou de complicité aussi. Ainsi, aider ou encourager le terrorisme international peut aussi vous rendre responsable. C'est ce sur quoi nous avons travaillé. Je vais vous expliquer ce qui nous a conduits dans ce domaine. Je ne sais pas si vous et vos auditeurs avez vu cela, mais littéralement l'après-midi du 7 octobre, les étudiants pour la justice en Palestine et certaines de leurs organisations affiliées ont publié une boîte à outils. Cette boîte à outils contenait des propagandes du Hamas et des accusations connexes, incitant les gens à manifester et organiser une journée de résistance en lien avec la journée de la rage du Hamas. Cette boîte à outils contenait des éléments remarquables comme « Nous ne faisons pas que partie du mouvement, nous sommes ce mouvement ». Nous ne sommes pas seulement solidaires, nous faisons partie de ce mouvement. Nous opérons tous sous un commandement unifié. Ils s'identifient littéralement comme membres du Hamas. Et la façon dont cette affaire s'est développée, c'est un peu drôle. C'est que j'ai fait la triste erreur de devenir actif sur Twitter juste autour du 7 octobre. C'était sans doute une erreur de ma part, mais j'apprenais encore comment cela fonctionne. Alors, j'ai tweeté. Cher SJP, se déguiser en terroriste est un crime selon cet article. Et le tweet est devenu un peu viral et j'ai fini par écrire un article pour Cable News Network pour développer ce sujet. Plusieurs États, dont la Floride, m'ont contacté pour vérifier l'information. Nous avons rédigé une note. Et peu de temps après, l'État de Floride a effectivement désactivé tous les SJP dans son État. C'était formidable, car cela nous a donné un excellent cas d'étude pour observer les réactions qui ont été triples. Une réponse, je crois que c'était l'American Civil Liberties Union, était que, eh bien, ce n'est pas un soutien au terrorisme parce qu'il n'y a pas d'argent qui change de main. Eh bien, c'est tout simplement faux. La Cour suprême, dans l'affaire Holder contre Humanitarian Law, a précisé qu'un discours coordonné avec une organisation terroriste étrangère peut être considéré comme un soutien matériel. Cela venait de deux cabinets d'avocats, Palestine Légale et le Centre pour les droits constitutionnels. L'un d'eux a dit « Ces lois sont islamophobes ». Pour moi, cela ressemble à un aveu de culpabilité. Et si vous voulez débattre du fondement de la loi qui les tient responsables, je suis prêt à le faire au niveau de la Cour d'appel. La dernière réponse était « Vous avez tort, cette boîte à outils provient des étudiants nationaux pour la justice en Palestine. Ce ne sont que des sections locales. » Nous avons répondu « D'accord, nous savons où déposer la plainte. » Nous avons déposé une plainte fédérale en Virginie contre les étudiants nationaux pour la justice en Palestine et leur organisation mère, les musulmans américains pour la Palestine. Vous savez, pour rebondir là-dessus, l'affaire Boeing n'est qu'un alter ego des versions précédentes qui ont déjà été reconnues coupables d'avoir apporté un soutien matériel au Hamas. Et donc, chacune de nos affaires, accord sur le transport aérien, élargit en quelque sorte l'accord sur le transport aérien et l'oriente dans d'autres directions. Nous avons, par exemple, poursuivi l'Associated Press pour avoir acheté des images au Hamas, sachant que ces photographes du Hamas étaient en réalité de mèche avec les terroristes depuis au moins 5 ans déjà.
Nous avons poursuivi l'UNRWA États-Unis d'Amérique pour avoir apporté un soutien matériel et une aide au Hamas. Nous avons poursuivi Binance, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies, pour avoir transféré environ 900 millions de dollars à des organisations terroristes étrangères, dont le Hamas. Nous avons poursuivi le Palestine Chronicle, une organisation américaine 501c3 qui payait le terroriste du Hamas Abdallah al-Jamal pour détenir 3 otages chez lui. Je suis désolé. Il le payait pour qu'il les détienne. Ou bien il le payait et il les détenait. Eh bien, encore une fois, il n'est pas tout à fait clair à quoi servaient exactement ces paiements. Ils lui envoyaient de l'argent pendant qu'il leur écrivait des histoires sur les conditions horribles dans lesquelles il se trouvait, et en même temps, il détenait des otages. Nous pensons clairement qu'il lui apportait un soutien afin qu'il puisse continuer à retenir ses otages dans sa maison. Waouh. Il soutenait matériellement un terroriste commettant un acte de terrorisme international. Il me semble donc que dans les cas mentionnés, il y a une... Certains cas sont clairs, d'autres relèvent d'une zone grise. C'est-à-dire, si l'UNRWA et Binance transfèrent des paiements, c'est une chose. Et si par exemple vous distribuez des brochures, ou alors si vous transmettez un message, surtout dans le plus grand bastion de la liberté d'expression au monde, c'est différent. Donc vraisemblablement aider et encourager en apportant un soutien financier est quelque chose qui a toujours été considéré comme entraînant une responsabilité pénale. Vous avez raison, c'est ça. La plupart des premières affaires liées à l'accord sur le transport aérien impliquaient des banques. En général, lorsqu'on pense au soutien matériel, on pense à l'argent. Les tribunaux recherchent généralement des traces d'argent comme des chèques, factures ou reçus. Ça, faire avancer un message, c'est aider et encourager de la même manière que le soutien matériel financier. La Cour suprême a clairement statué sur ce point dans l'affaire Holder contre Humanitarian Law. Même un discours, s'il est fait en coordination avec une organisation terroriste étrangère comme Hamas, par exemple, serait considéré comme une forme de soutien matériel et qu'une personne raisonnable pourrait déterminer si la défense était faite complètement séparément d'une organisation terroriste étrangère ou non. Je vais vous donner un exemple d'une de nos affaires. Nous avons poursuivi le Quad, Université Columbia. Apartheid au plus haut niveau. C'est le groupe de Mahmoud Khawil pour soutien matériel à Taroum. Ils sont devenus l'un des bras de propagande les plus efficaces pour le terrorisme palestinien et d'ailleurs un district de coordination. Ils ont reçu des remerciements d'un terroriste du Front populaire de libération de la Palestine au nom de ses prétendus alliés du Hamas lors de leur événement. Cela s'appelait l'événement Résistance 101 à Columbia. Et encore une fois, ce qu'il faut retenir dans ces cas-là, c'est que les idiots utiles auxquels nous avons affaire restent, au bout du compte, des idiots, et ils font des erreurs d'idiots. Donc, par exemple, au campement de Columbia que Khalil et ses complices ont organisé et pour lequel ils ont pris la parole. Ces partisans ont scandé « Nous sommes tous Hamas » et ont assimilé les Juifs du campus à Al-Qassam, branche militaire du Hamas, prochaine cible. En septembre, ils ont distribué des tracts reprenant des propos de dirigeants du Hamas et du Front populaire de libération de la Palestine. Le livre est la meilleure partie, il l'a dit clairement. Ceci s'inscrit dans un effort coordonné et volontaire visant à défendre les principes de la résistance. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'était la résistance. Au verso, il y avait des serments d'allégeance au Hamas, à la résistance et au Front populaire de libération de la Palestine. Encore une fois, c'est presque comme s'ils avaient lu l'affaire Holder et qu'ils s'étaient demandé comment pouvons-nous violer cela et comment pouvons-nous le mettre par écrit. Pour que ce soit clair pour tout le monde, il ne s'agit pas d'un plaidoyer séparé, c'est intentionnel et coordonné avec une ordre du jour formalisée. Donc encore une fois, je devrais aussi mentionner d'ailleurs qu'au-delà de la propagande, le CUAD et les autres, ils s'engagent aussi dans des actions, pas seulement dans des discours, pour soutenir la résistance. Ils ont coordonné des prises de contrôle hostiles lors d'opérations universitaires perturbées. Cela a mené à des actes illégaux. Intrusion, agression, vandalisme, vol, destruction, incendie volontaire, armes illégales, cambriolage, séquestration, intimidation. Aucun de nous. Très rapide, non, n'est-ce pas? C'était le cas. Je vous félicite. Parfois, quand je parle, je suis dans le sud maintenant, mais mes origines new-yorkaises. Je viens de New York et j'ai presque envie de me lever et d'applaudir.
D'accord. Donc, tu sais, quand tu as commencé, quand tu as dit, d'accord, ils disent que nous sommes tous le Hamas. J'avais presque envie de demander, eh bien, tu sais, est-ce qu'une sorte d'identification émotionnelle t'emmène vraiment aussi loin qu'il le faudrait? Ensuite, tu as tout ajouté, donc je ne devrais même plus demander. Dans notre procès en Virginie, la première règle est de croire celui qui parle. Si quelqu'un dit vouloir coordonner avec une organisation terroriste, il faut le croire. Et je devrais aussi souligner que l'accord sur le transport aérien est une infraction de tentative, n'est-ce pas? Je vais donc vous donner un exemple très intéressant. États-Unis contre Ozozinski. Un pauvre type, assis dans son sous-sol à essayer d'aider Daesh, parlait en réalité tout le temps au FBI à l'anglais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il traduisait des vidéos de Daesh et il a été tenu responsable parce que c'est une infraction de tentative. Il essayait de se coordonner avec le mouvement pour l'anarchie sociale, encore une fois. Ici, le Hamas les remercie littéralement en disant de rien. Nous avons des cas où, vous voyez, les gardiens de la révolution islamique publient une note disant « Nous voulons que vous manifestiez le 15 avril » et ils vont de l'avant et manifestent le 15 avril. C'est une coordination réelle, légitime, en temps réel et non cachée. C'est une chose de dire « Nous sommes Hamas », mais c'en est une autre de collaborer avec le Hamas, puis de commettre des crimes en son nom. À un moment donné, il faut se rendre compte que le premier amendement ne suffit tout simplement pas. Mais la limite, c'est la coordination. Non, d'accord. Maintenant, vous avez aussi tout un tas d'autres procès que vous poursuivez. Je veux dire, en gros, peut-être que vous devriez même expliquer en quelques mots ce qu'est la NJAC et quelle est sa mission. Car en fait, tout ce que vous faites vise à promouvoir la cause juive, c'est-à-dire protéger les communautés juives par la loi. Mais vous ferez une meilleure présentation que moi. Et ensuite, j'aimerais comprendre, vous savez, surtout à la lumière de ce qui s'est passé ces derniers mois, je crois qu'il y a eu des histoires assez récentes concernant une femme de 70 ans. Je crois que c'était 70% des crimes haineux à motivation religieuse aux États-Unis sont dirigés contre les Juifs. 21% hausse des agressions physiques, surtout entre 2023 et 2024. Les types de défis auxquels les Juifs font face ont fortement augmenté sur les campus et ailleurs aux États-Unis. Ce sont des situations auxquelles vous faites face. Dès que vous nous donnerez plus d'informations sur le NJAC, je voudrais comprendre. En mettant de côté le terrorisme un instant, comment gérez-vous ces autres types de problèmes d'agression ou de harcèlement? Prenons un peu de recul un instant, il existe de nombreuses excellentes organisations qui travaillent dans ce domaine, essayant de protéger les droits des Juifs d'un point de vue juridique. Ce qui rend NJAC un peu différent, c'est le fait que nous essayons vraiment d'élargir la boîte à outils des options disponibles pour protéger la communauté juive. Donc, nous essayons des choses qui n'ont pas forcément été tentées auparavant et nous développons de nouvelles théories que j'espère innovantes et efficaces pour y parvenir. Je vais vous donner quelques exemples. Vous vous souvenez peut-être qu'en juin 2024, il y a eu un pogrom devant la synagogue Hadass Torah à Los Angeles. Et vous savez, tout le monde a dit ce qu'il fallait. Des Juifs étaient battus dans les rues, devant une synagogue. J'organisais un événement Aliyah. Du président Biden au maire de Los Angeles, tous ont dénoncé un acte antisémite contraire aux valeurs américaines. Et nous avons attendu, et personne n'a rien fait, littéralement. Personne n'a été inculpé. Alors, 30 jours plus tard, nous avons intenté un procès. Nous appliquons la loi liberté d'accès aux entrées des cliniques qui garantit la liberté d'accès aux entrées des cliniques. C'est une loi sur les cliniques d'avortement. Pour l'adopter dans les années 1990, les démocrates ont conclu un accord avec les républicains. Ils ont ajouté une deuxième clause que personne ne lit, qui dit « ou les lieux de culte religieux pendant un acte de culte religieux ». Nous avons utilisé cette clause, jamais employée ainsi auparavant, pour protéger la synagogue et éviter un pogrom devant. Encore des développements fascinants. Nous avançons, Dieu merci, vers un procès contre Code Pink, premier groupe à avoir organisé cette émeute et ce pogrom. Mais en cours de route, l'un des arguments qu'ils ont avancé était que ce n'est pas un événement religieux. Ils apprennent simplement à acheter des biens immobiliers en Israël. C'est un simple événement immobilier. Je pense que c'est la première fois que le Rivache, commentateur juif ancien, est cité devant un tribunal fédéral. Mais nous avons expliqué que non. Le Talmud considère le commandement de faire l'aliyah et de s'installer en Israël comme équivalent à tous les autres commandements de la Torah. La préparation à l'aliyah, ou ekshir aliyah, est selon certains rishonim et premiers commentateurs, une réalisation partielle du commandement et un acte de culte religieux. Le juge a dit « Je n'y touche pas, même avec une perche de 3 mètres ». Donc maintenant, l'aliyah est protégée en tant que droit du premier amendement aux États-Unis pour la première fois.
et je suis très fier de pouvoir le dire. Il y a quelques semaines, le département de la justice a engagé une action sous la liberté d'accès aux entrées des cliniques ACT, en appliquant les mêmes principes et arguments sur la LIAR pour se protéger d'un pogrom ou d'une émeute, comme lors d'un événement similaire dans le New Jersey. Nous espérons que la liberté d'accès aux entrées des cliniques ACT devienne un outil protégeant régulièrement la communauté juive. Des affaires relatives aux libertés d'accès aux entrées des cliniques ACT se multiplient dans plusieurs juridictions du pays. C'est un exemple d'effort en ce sens. C'est civil? Oui, eh bien, il y a les deux aspects, mais nous l'utilisons au civil. Et puis, en plus du liberté d'accès aux entrées des cliniques ACT, il y avait, je crois, une autre décision dont vous parliez. Oui, et je vais vous donner un autre exemple de la façon dont nous avons élargi notre boîte à outils, ce qui est, vous savez, encore une fois. C'est intéressant, il y a un autre lien entre ces deux affaires, qui est Code Pink à nouveau, un groupe haineux et abject. Ils organisaient une manifestation à Washington District de Columbia et des partisans juifs ont fait une contre-manifestation. Kim Summerall, notre cliente, portait un drapeau israélien autour du cou. L'un des manifestants de Code Pink a saisi le drapeau et l'a étranglé. Cela devrait être, je pense, un acte assez évident de comportement antisémite à motivation raciale. Mais le procureur et le juge ont dit, vous savez, étrangler une femme juive avec un drapeau israélien, ils n'ont vu aucun signe d'antisémitisme. Nous ne voulions pas laisser passer cela, alors nous avons déposé l'affaire et cherché la meilleure façon de procéder. Cela mettrait également en évidence le fait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une agression et de coups et blessures, mais d'une agression et de coups et blessures fondées sur l'identité de la personne qui devrait être protégée. Nous avons utilisé la section 1981 de la loi sur les droits civiques de 1866. La majorité l'utilise pour les contrats. On l'appelle loi sur les contrats car elle protège surtout contre la discrimination raciale dans les contrats. Mais il y a une phrase tout à la fin qui dit ou la sécurité de la personne. Et donc, nous avons utilisé cette clause pour dire qu'ils ont porté atteinte à sa sécurité de la personne en raison d'une caractéristique protégée, sa race juive. Nous avons, selon moi, reçu du juge Trevor McFadden l'avis le plus ferme depuis le 7 octobre, où il a déclaré « C'est un acte manifeste d'antisémitisme ». Encore une fois, c'est comparable à crier une insulte raciale, a-t-il dit, et à attaquer une personne de couleur. Et cela ne devrait pas être toléré aux États-Unis aujourd'hui. Cela a provoqué un énorme tollé sur les réseaux sociaux parmi les personnes pratiquement illettrées. Marjorie Taylor Greene, par exemple, est allée dans l'émission de Megyn Kelly et a déclaré « Ce juge a décidé que vous pouvez brûler tous les drapeaux, même le drapeau américain, mais pas le drapeau israélien. » Le seul mot juste qu'elle a employé dans cette phrase est « drapeau ». Donc, il y a eu beaucoup de bruit et de malentendus sur ce que cela signifiait réellement. Mais ce que cela signifie vraiment, c'est encore une fois un autre exemple de juif protégé par la section 1981. Cette décision s'applique-t-elle? Et pour une personne non juive portant le drapeau à une manifestation pro-Israël, comment cela se passerait-il? Parce que l'agresseur a peut-être supposé que la personne était juive, mais ne le savait pas. C'est une bonne question. Cela pourrait s'appliquer. En prenant du recul, vous pourriez vous demander, les Juifs sont-ils vraiment une race? Donc, une loi fondée sur l'identité raciale devrait s'appliquer? Et la réponse est oui, c'est une excellente question et la première que de nombreux juges poseraient. Et la réponse, d'un point de vue juridique, c'est que cela n'a vraiment pas d'importance, parce que ce que la loi protège, c'est contre la discrimination raciale. Donc, on pourrait dire qu'il n'existe pas vraiment de race, que c'est entièrement une construction sociale et qu'il n'y a aucune preuve scientifique pour cela. On peut dire qu'il y a des preuves scientifiques, mais pas que les Juifs forment une race distincte. Très bien, la race importe peu. Il est évident que les Juifs ont historiquement subi une discrimination raciale, c'est-à-dire des attaques en raison d'un aspect réel ou perçu de leur race. Pensez simplement aux lois de Nuremberg, ou même, malheureusement, aux États-Unis, à certaines des premières lois sur l'immigration qui traitaient les Juifs séparément en fonction de caractéristiques raciales. Les Juifs ont clairement subi de la discrimination raciale, ce qui signifie que la loi contre cette discrimination pourrait leur être applicable. Et maintenant, pour revenir à votre première question. Si vous attaquez quelqu'un en raison d'un aspect réel ou perçu de son identité, cela peut aussi être protégé, même si vous vous êtes trompé à ce sujet. En pratique, le drapeau israélien a maintenant été regroupé dans une catégorie de traits. Cela peut être un indicateur de l'identité juive. Chaque fois qu'il y a un crime haineux ou un incident motivé par des préjugés, n'est-ce pas? Les procureurs et autorités ont des critères précis. Donc, vous attaquez quelqu'un de ce milieu. Vérifions vos publications Facebook pour voir si vous avez déjà tenu des propos horribles sur ce groupe.
D'accord? Pris séparément, tout cela ne représente pas grand-chose, mais pris après ou à la lumière d'un incident réel où une personne a agi par haine, il constitue la preuve que l'action a été motivée par un facteur de partialité. Seriez-vous au courant que, hors ministère de la Justice, plus de personnes utilisent la loi liberté d'accès aux entrées des cliniques ou que plus de personnes adoptent la théorie, vous savez, liée à 1981 et l'utilisent de manière productive devant les tribunaux? Oui, nous en connaissons au moins 5 autres affaires relevant de la section 1901 dont certaines ont déjà été déposées, d'autres sont sur le point de l'être en utilisant cette théorie. Et vous savez, en ce qui concerne la loi liberté d'accès aux entrées des cliniques, c'est intéressant. Nous avons 3 affaires en cours concernant la loi liberté d'accès aux entrées des cliniques, mais nous savons aussi qu'il y a eu au moins 3 manifestations qui ont été annulées après que notre décision a été rendue parce qu'ils allaient commettre des infractions à la loi liberté d'accès aux entrées des cliniques et ils ont vu que cela ne rapporterait plus rien. Nous avons instauré un effet dissuasif. Ils gardent leur liberté d'expression, mais il s'agit ici d'une infraction à la loi. Manifester ou détruire en respectant temps, lieu et manière raisonnable, c'est différent. Mais si vous prévoyez de bloquer les entrées et de vous livrer à des activités de pogrom violentes, c'en est une autre. Donc, malheureusement, il y a probablement beaucoup plus de cas de ce genre qu'auparavant. Comment évaluez-vous celles que vous allez accepter et lesquelles ont le plus de chances de réussir? Je dirais que, malheureusement, tout ce que nous faisons est évolutif. Donc il y a évidemment une question de ressources pour déterminer quel dossier nous pouvons choisir. Mais encore une fois, ce que nous essayons de faire, c'est vraiment de réfléchir à l'impact stratégique du contentieux. Donc, nous sommes, contrairement au cabinet d'avocats traditionnel, différents à 2 égards. D'abord, nous serions d'accord pour arrêter nos activités, c'est même un sujet de prière régulier. Nous n'acceptons pas les affaires selon un retour ou intérêt financier. Voici un exemple. Les affaires contre des groupes comme les étudiants pour la justice en Palestine concernent juste des organisations éphémères. Pourquoi les poursuivre sans compensation? La réponse: l'impact stratégique du litige. Ce phénomène ne concerne pas seulement les étudiants pour la justice en Palestine. Si vous avez déjà assisté à un de ces rassemblements, c'est fascinant. En allant à ces manifestations ou campements, en vous dirigeant vers le centre, vous remarquerez quelque chose de fascinant. C'est que, pour être généreux, 90% des personnes présentes ne pourraient même pas vous dire de quel fleuve ou de quelle mer il s'agit, n'est-ce pas? Ils sont là soit pour la pizza, soit parce qu'ils ont vraiment été induits en erreur en pensant qu'ils sont du bon côté de l'histoire. Maintenant, au centre, il y a ces 10% d'extrémistes que vous ne convertirez jamais. Mais si vous pouvez amener un tribunal à expliquer à ces jeunes que, que vous le réalisiez ou non, vous avez en fait été de mèche avec des terroristes tout ce temps. Peut-être sauverez-vous 90% de nos futurs députés, sénateurs ou simplement vos concitoyens ou les camarades de classe de vos enfants d'un engagement accidentel avec le terrorisme et d'un lavage de cerveau. Nous cherchons donc un impact stratégique à long terme pour aider la communauté, même si ce n'est pas toujours viable financièrement ou essentiel. Vous nous avez ramenés à étudiants pour la justice en Palestine. Mais en théorie, si vous découvrez que ce groupe, ou n'importe quel groupe, n'est-ce pas, a enfreint l'interdiction de l'accord sur le transport aérien concernant le soutien matériel à cause de leur plaidoyer pour certains messages. De plus, de manière coordonnée, est-ce que cela déclenche une réponse des forces de l'ordre au-delà de ce cas spécifique? Ce n'est pas automatique, mais c'est, espérons-le, corrélatif dans le sens où cela devrait, idéalement, se produire immédiatement. J'ai déjà suivi certaines de ces affaires, mais pas forcément ces raisonnements précis. Mais SJP a déjà été mentionné par le passé, Westpac aussi a déjà été mentionné par le passé, et vous pouvez continuer et trouver toute une série d'autres organisations où il semble qu'il existe des liens très troublants. Mais elles n'ont pas vraiment été percées à jour. Vous savez, le problème lui-même dans son ensemble n'a pas encore été résolu. Oui, nous sommes limités au fait que nous ne pouvons engager que des poursuites civiles. Donc vous savez, il y a des moments où nous recevons des informations et ces informations sont mieux traitées ailleurs. Employées par l'Internal Revenue Service ou le Comité des voies et moyens pour contester le statut 501C3 d'un groupe, nous pourrions recommander au ministère de la Justice une possible violation de la Foreign Agents Registration Act, ou vous pourriez faire une recommandation au Trésor ou au département d'État concernant d'éventuelles sanctions ou désignations d'organisations terroristes étrangères. Ou encore une fois, au ministère de la Justice ou aux procureurs généraux des États, ou quoi que ce soit d'autre. Est-ce que ce genre de choses est pris au sérieux maintenant?
Et y a-t-il eu un changement entre les administrations? Oui, oui, à 100%, oui. Chacun peut encore choisir sa propre politique. La communauté juive doit une sincère reconnaissance à l'administration Trump pour avoir pris ses préoccupations au sérieux comme jamais auparavant. Maintenant, pour revenir à la question de la parole, Arnston est en train de traiter cela au fur et à mesure que nous avançons ici. Nous revenons à la question de la parole. Nous avons défini la coordination comme une limite claire entre ce qui est permis et interdit. Peut-être que, même dans la parole, certaines choses franchissent vraiment une limite. Et si c'est le cas, où se trouve cette limite? Et est-ce que cela aurait de l'importance? Disons que si vous êtes comme Élix sur un campus ou dans une école, est-ce que cela concerne, vous savez, le temps, le lieu et la manière? L'endroit influence-t-il vraiment le moment où la limite est franchie? Bien sûr. En réalité, c'est une excellente question car la plupart ne sont pas des experts en matériaux ou réparation. C'est un groupe d'étudiants rares, comme SJV, et nous pensons l'être. Je pense que la question est, comment le premier amendement s'applique-t-il à l'université ou à l'école? La réponse est que le premier amendement n'est pas un laissez-passer pour menacer, harceler, intimider ou violer les droits de qui que ce soit. La liberté d'expression, y compris les propos offensants, doit être protégée, mais il existe des limites à la parole. Il existe des règles pour définir quand cela devient illégal et répréhensible. Je l'ai déjà dit, le premier amendement ne protège pas l'intrusion, le vandalisme, le harcèlement, l'agression, la destruction de biens, ni la fourniture de mèmes hors terrorisme. Ne protège pas les discours qui cherchent uniquement à perturber des comportements légaux, par exemple aller au réfectoire cachère ou étudier à la bibliothèque, comme à Cooper Union. Donc, le premier amendement ne protège pas quelqu'un qui profère de véritables menaces. La Cour suprême, dans l'affaire Virginie contre Black, a défini cela comme des déclarations où l'orateur veut communiquer. Manifestation sérieuse de l'intention de commettre un acte de violence illégale contre une personne ou un groupe. Elle ne protège pas l'intimidation, qui est un type de véritable menace, où l'orateur adresse une menace à une personne ou à un groupe de personnes dans l'intention de placer la victime dans la crainte d'un préjudice corporel ou de la mort. À l'été 2023, Counterman contre Colorado, la Cour suprême a indiqué que l'intention de menacer la victime n'est pas nécessaire pour qualifier de véritable menace. C'est un critère d'imprudence. Donc encore une fois, qu'est-ce que cela signifie dans notre contexte? Le premier amendement ne protège pas une personne qui ignore sciemment un risque important que ses communications soient perçues comme une menace de violence. Il est impensable de croire que les personnes qui profèrent ce genre de menaces sur le campus ne comprennent pas cela. Les étudiants juifs considèrent cela comme des menaces de violence. Encore une fois, tout ce qui précède s'est produit sur les campus américains au cours des dernières années, mais le problème ici est quelque peu plus aigu. Donc, si vous repensez, par exemple, du témoignage devant le Congrès, pour les présidents de ces universités, s'ils n'ont pas pu condamner les appels au génocide, c'est parce qu'ils utilisaient le mauvais critère. Prenons du recul. Nous avons dit que le premier amendement ne protège pas les discours incitants. La Cour, dans l'affaire Brandenburg contre Ohio, a précisé que cela inclut les discours incitant à une action illégale imminente et qui risquent d'inculper, d'inciter ou de provoquer une telle action. L'arrêt Brandenburg est une norme très exigeante et célèbre. Et c'est là que les universités se cachaient et c'est là qu'elles se sont trompées. En réalité, même la norme de Brandenburg a des limites d'application claires, n'est-ce pas? Incluant des restrictions raisonnables de temps, de lieu et de manière, compatibles avec l'activité normale à un moment et un lieu donné. Donc, même selon le paradigme de Brandenburg, un rassemblement d'étudiants perturbant l'activité éducative et le fonctionnement de l'école devrait être restreint par celle-ci, et cela ne violerait pas le premier amendement. Donc, des rassemblements qui célèbrent des appels au génocide antisémite, n'est-ce pas? On peut dire qu'ils perturbent l'activité éducative et le fonctionnement d'une école parce qu'ils laissent certains étudiants craindre pour leur vie. Mais encore une fois, cet argument qu'ils essayèrent d'avoir, à savoir si c'était de l'incitation ou non, est inutile parce que Brandenburg est la mauvaise norme à utiliser pour les écoles. Dans une affaire appelée Tinker contre des moines, la Cour suprême a estimé que la Constitution permettait aux écoles, en particulier, de supprimer les discours qui perturberaient, de manière matérielle et substantielle, les exigences d'une discipline appropriée et le fonctionnement de l'école, ou porteraient atteinte aux droits d'autrui. Les universités et collèges privés peuvent généralement limiter la parole et le comportement sans soulever de questions constitutionnelles. Mais une université publique n'est pas une rue publique, et les règles sur les discours autorisés diffèrent fortement.
Vous pourriez demander, eh bien, Tinker contre des moines concernait l'école primaire et secondaire. Est-ce que cela s'applique aux universités? La Cour suprême a répondu oui, Healy contre James, 1972. Les universitaires peuvent appliquer cette règle. Vous fournissez en fait comme un guide de contentieux à toute personne qui décide réellement d'aller jusqu'au bout de l'épisode ici. Et la base de ces protections supplémentaires, c'est simplement le but d'une école et la sécurité des élèves. C'est bien ça? Les élèves ont droit à un environnement sûr et sans harcèlement, ce qui est une préoccupation pédagogique légitime. Et selon la jurisprudence Tinker, les écoles n'ont même pas besoin d'attendre que la perturbation se produise. Je pense que c'est la partie la plus intéressante. Une école peut interdire une expression potentiellement perturbatrice si elle peut, je cite, prévoir raisonnablement que le discours en question perturberait la discipline ou le fonctionnement de l'école. Dans l'affaire Melton contre Young, le tribunal a soutenu les responsables scolaires ayant interdit une veste ornée du drapeau confédéré. Pourquoi? Il était raisonnable de penser qu'une veste avec le drapeau confédéré perturberait dans un contexte de tension raciale accrue. D'accord, à mon avis, et je pense que c'est évident, brandir un drapeau du Hamas et applaudir un massacre, non? Alors même que les corps des victimes étaient encore retrouvés en octobre 2023, tout en annonçant leur solidarité, comme l'a fait SJP avec leur mouvement de résistance, et que la lutte armée est légitime, n'est-ce pas? C'est tout aussi susceptible de causer une perturbation que de porter une veste confédérée. D'accord. J'ai donc une question qui ne concerne aucun cas spécifique, mais je me la pose souvent. Je vise une lutte personnelle. Je me demande jusqu'où nous devrions promouvoir des limitations à la liberté d'expression. Maintenant, il me semble que beaucoup des cas dont vous avez parlé ici sont tellement évidents. Et ce n'est généralement pas seulement des paroles, mais étant née et ayant grandi aux États-Unis, je suis presque une absolutiste de la liberté d'expression. Et cela a toujours été l'une des choses que j'ai le plus appréciées et admirées aux États-Unis. Nous avions cela unique au monde entier, y compris par rapport à l'État d'Israël. Mais certainement dans des endroits comme le Royaume-Uni, où cela devient de plus en plus dangereux. D'avoir même des opinions courantes, je pourrais dire, sur toute une série de sujets différents, même celle-là. Donc, je veux dire, comment tu te situes, toi, sur ce spectre, personnellement? Si je pouvais gratter sous la surface. Et comment vois-tu ces efforts? Par rapport à quoi? Je vais te dire ça, bien sûr, je suis professeur de droit de formation, je suis toujours professeur de droit à la faculté de droit du Tyrol. Et je suis absolument et entièrement d'accord avec toi sur le fait que le premier amendement fait partie de ce qui rend l'Amérique incroyable et une grande nation. Je pense qu'il doit être absolument respecté et appliqué intégralement, y compris ses limites. Et donc, je pense que s'il y a des cas de zone grise, nous devons examiner très attentivement pour nous assurer que les limites ne sont pas franchies. Mais le fait est que nous n'avons pas ce luxe, parce que ce ne sont pas des cas de zone grise, n'est-ce pas? Chaque fois qu'il s'agit de paroles plus, il est encore plus facile de parler de paroles plus soutien matériel, ou paroles plus incitation, ou paroles plus menaces, etc. Je serai le premier à vous dire que nous refusons plus d'affaires que nous n'en acceptons. Beaucoup, beaucoup plus d'affaires que nous n'en acceptons. Parce que même si quelque chose est mauvais et abject, cela ne veut pas dire que c'est illégal. Permettez-moi d'être clair. N'importe qui aux États-Unis a le droit de dire ce qu'il veut, aussi abject que ce soit, sur les Juifs ou l'État juif. Ils ne peuvent simplement pas ensuite agir sur cette haine et vouloir s'en tirer en prétendant que cela fait aussi partie de leur liberté d'expression. Je suis d'accord. Concernant les zones grises, il faut les examiner. Mais nous n'y sommes pas encore. Il y a beaucoup de matière pour de futures conversations, même si, comme toi, j'espère que nous serons, ou du moins que tu n'auras plus besoin de faire ce travail bientôt et que tu pourras faire autre chose. Je te souhaite beaucoup de succès avec les affaires que tu as prises en charge et j'ai hâte de suivre les développements. Et merci pour ton travail. Merci.